a des choses que tu ressens enfant, mais que tu comprends seulement adulte. Pendant des années, je sentais bien qu'il se passait quelque chose de terrifiant dans cet endroit. Une maison ancienne, des nuits agités, des escaliers que j'évitais. Et cette sensation étrange, comme si quelque chose m'observait. Le plus troublant, c'est que je n'étais pas seule à ressentir ça. Des années plus tard, en revenant sur cette maison, un événement précis a tout réactivé. À ce moment-là, j'ai compris une chose. Certaines peurs ne viennent pas de nulle part. Et si certaines histoires qu'on raconte être des légendes étaient en fait juste des vérités qu'on n'ose pas regarder. Aujourd'hui, je vais te raconter ce qui relie mon histoire personnelle paranormale à l'une des légendes les plus sombres de France, la bête du Gévaudan. Bienvenue à toi, jeune sorcier, sorcière, passionné du monde invisible, d'ailleurs jeune ou ancien, tu es la bienvenue dans le royaume des mystères. Un lieu où on parle du monde paranormal, spirituel, de tout ce qui est occulte, magie, secret caché, c'est vraiment la vibe ici. Donc n'hésite pas à activer la cloche, t'abonner, laisser un petit commentaire, un j'aime et on commence tout de suite. L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, elle est très particulière, d'accord? C'est ma plus vieille histoire paranormale que j'ai vécue parce que je l'ai vécue en étant extrêmement jeune. Tu vas voir qu'en fait, ça se déroule pendant mon enfance et je n'ai pas vraiment de date précise parce que vraiment, ça a été des événements qui se sont déroulés un petit peu tout au long de ma vie, surtout quand j'étais vraiment enfant, adolescente. Donc de mes 0 à mes, on va dire, 18 ans, parce que je suis partie de chez moi à 18 ans. Cette histoire est très particulière. Déjà, commençons par poser les bases, le contexte. Donc moi, il faut savoir que j'ai grandi dans une maison qui était en fait une ancienne ferme, étable, là où il y avait des animaux, donc c'est pas vraiment un lieu hyper accueillant, il a fallu faire des travaux, tout ça, enfin bref. Ça, c'est pas très important, mais quand même. C'est une maison qui date du 19e siècle, donc c'est-à-dire qu'elle a été faite, il me semble, après l'époque de Napoléon, c'était vers les années 1800 et quelques, donc tu vois la vibe. Il y avait vraiment ce côté très ancien et on sait que quand un lieu a beaucoup vécu, en général, il peut y avoir des mémoires, soit des mémoires des lieux, du sol c'est bien sûr encore plus ancien, des murs, etc. Donc les peurs que j'avais étant petite, il y en avait quand même pas mal. Mais c'est pas des peurs, on va dire, d'enfants normaux, enfin, si je peux appeler ça comme ça. Et je pense que beaucoup d'enfants ont ça, et en fait, c'est pas juste ne pas être normal, c'est juste que je pense que en fait, on est beaucoup plus nombreux qu'on croit à vivre des expériences paranormales étant petite, mais les adultes ne nous croient pas. Donc, si les adultes ne te croient pas, au final, tu finis par croire que bah, tu as tort, que c'est dans ta tête, alors qu'en fait, non. Et vraiment, les enfants ont besoin d'être accompagnés dans leurs expériences, dans leurs peurs, parce que pour moi, c'est capital. Surtout pour pas qu'ils ne perdent la connexion avec le divin une fois qu'ils sont adultes. Donc, ceci étant dit, voilà, le contexte, tu l'as. Donc, il faut savoir que, après, je vais forcément te raconter ma life, mais moi, mon enfance, elle a été un peu compliqué, quoi. Enfin, genre, c'est pas la famille la plus saine du monde dans laquelle j'ai grandi, voilà, si je peux le dire de manière très polie. Et j'avais quand même pas mal de peurs étant petite. Et pourquoi j'avais ces peurs-là? Parce qu'en fait, elles étaient vraiment concrètes, ces peurs. C'est-à-dire que je pouvais ressentir une présence assez souvent chez moi, dans ma maison. Vraiment, ça a duré, je vous dis, hein, pendant 18 ans à peu près. Et pour être honnête, je pense que même à l'heure actuelle, aujourd'hui, il y a encore des choses pas nettes dans cette maison, mais ça me regarde plus. J'ai envie de vous dire que là, je m'en fous un peu. Mais à cette époque-là, je ne m'en foutais pas du tout. À chaque fois que je montais dans ma chambre pour aller me coucher, parce que j'avais regardé quelque chose à la télé le soir avec mes parents, avec mon frère, enfin, après ça dépendait de mon âge, je sais plus, là c'est un petit peu flou. Mais en tout cas, à chaque fois que je montais l'escalier, ou presque, j'avais une sensation de frisson. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants, je sais pas si ça t'arrive toi aussi, mais genre dans le noir, en fait, quand tu éteins la lumière imagine, ta cuisine, t'allumes vite celle du couloir, il faut aller éteindre l'autre à côté. Enfin, en fait, quand tu as des maisons qui sont pas très neuves, modernes et tout, tu as un endroit où tu peux pas juste éteindre la lumière et en fait l'autre est allumé. Faut que tu fasses le tour en fait. Faut que tu ailles l'autre bout de la pièce pour éteindre la lumière et aller là où il y a la lumière. Enfin, c'est un peu un bordel quoi.
Parce que l'électricité est pas forcément à côté, enfin la lumière, l'interrupteur, faut aller au bout. Anyway. Donc du coup, tu cours, tu te dépêches parce que tu as peur qu'il y ait un monstre qui vienne te manger derrière toi. Enfin, c'est un peu les peurs que tu as quand tu es petit, quoi. Ce qui est normal. Sauf que là, moi, c'était pas à tous les endroits, de partout dans la maison, c'était vraiment dans un lieu, enfin un endroit précis, c'était vraiment les escaliers qui mènent jusqu'au dans ma chambre, vraiment le bas jusqu'en haut. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé, et vraiment ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois parce que j'ai pas la notion de temps, mais je sais que c'est arrivé durant toute mon enfance et adolescence. Je pouvais sentir une présence et je me réveillais la nuit. Alors je ne sais pas à quelle heure, en général c'était vraiment en plein milieu de la nuit. Je me réveillais et j'étais terrifiée, j'étais prise d'une peur immense. Et ce n'est pas parce que j'avais fait un cauchemar juste avant. Non, non, c'est pas genre tu te réveilles, mon Dieu, t'as peur. Non, non, c'est juste je me réveille parce que je sens qu'il y a un truc dans le lit. Parce que je sens une présence. Et quand j'étais petite, je sentais vraiment énormément les choses. Je sens encore aujourd'hui, mais quand t'es petit, t'as le champ qui est encore plus ouvert, donc tu sens encore plus, quoi. Et donc, je me réveillais et c'était terrifiant parce que du coup, j'allais même pas appeler mes parents, je les réveillais pas, j'en parlais pas non plus le lendemain. Enfin, je gardais vraiment tout ça pour moi. Et c'était assez difficile, je vais pas vous mentir, parce que du coup, tu restes dans cette peur-là constante et tu n'en parles pas. Et c'était une présence, je sais pas trop comment vous dire, mais en tout cas, je la sentais vraiment. C'est comme si avec quelqu'un avec moi dans ma chambre, quoi. Et en vrai, je pense même que je savais à peu près où était cette personne. Du coup, j'allumais, il y avait rien, je voyais rien, mais j'étais terrifiée. Je me rappelle même que je mettais la couette jusqu'en haut là, jusqu'à là, et je fermais les yeux, je priais pour que cette personne parte, pour que cette chose, personne, parte. Après, je priais à ma façon, hein. J'étais pas, voilà, genre, j'étais pas croyante ou quoi à 8 ans, mais j'étais en mode juste, ouais, vraiment, je faisais une prière du cœur, genre, protégez-moi, s'il vous plaît, nanana. Je sais plus ce que je racontais, mais en tout cas, vraiment un truc de protection parce que j'en pouvais plus. Et je pense que ça a marché parce que après, il me semble que j'arrivais à m'endormir et c'est arrivé vraiment plusieurs fois et c'est franchement, je sais pas si ça t'est arrivé, dis-moi si ça t'arrive ça, si ça t'est arrivé quand t'étais plus jeune, mais ça fait super peur, ça fait super peur et en même temps, t'as pas forcément de solution quand t'as pas des parents qui sont ouverts, conscients. Donc voilà les bases, tu vois un petit peu la vague dans laquelle j'ai grandi, ok? Et donc ça, j'en ai parlé un peu plus tard et je crois que c'est même mon frère qui a commencé à parler de ça. Donc là, je vais avoir plus de 18 ans, hein. C'est vraiment genre la vingtaine, un truc comme ça. Et mon frère m'a raconté une fois sa terreur nocturne parce qu'il a fait une terreur nocturne. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une terreur nocturne, mais ce n'est pas une paralysie du sommeil, ce n'est pas un cauchemar, c'est encore pire. C'est horrible. Vraiment, c'est horrible. C'est genre un cauchemar fois 10 000, quoi. Tout est décuplé et en fait, il me semble, enfin, pour moi, après, je pense que, voilà, enfin, c'est pas mon histoire, donc j'ai vraiment envie que mon frère vienne ici pour vous raconter cette histoire parce qu'elle est complètement dingue et il la racontera bien mieux que moi, donc je vais pas spoiler. Mais il m'a parlé de sa terreur nocturne, pardon. Oh, ma voix, elle, elle a du mal aujourd'hui, sorry. Et c'était horrible, hein, c'était horrible, c'était terrifiant. Mais je reviendrai sur cet événement un peu plus tard, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, le temps passe, voilà, c'est pas forcément un sujet, ce truc de moi, je ressens des présences, enfin, j'en parle pas trop. Et après, je grandis, voilà, je fais ma vie. Et en 2021, je décide de me former en soins énergétiques, kinésiologie énergétique, les tirages de cartes, les soins vraiment que tu fais avec le magnétisme dans tes mains quand tu ressens les énergies, quoi, pour faire des libérations et tout. Et donc, de base, je me suis formée à ça parce que bah voilà, j'étais quand même assez consciente et assez ouverte au monde paranormal, hein. Ça sera le sujet de notre vidéo. Et donc, je fais un soin à la maison. En fait, je décide de faire un soin parce qu'en fait, je peux faire des soins à distance sur des personnes ou en présentiel. Je peux faire des soins sur des lieux, enfin voilà. Et donc là, je me dis, ok, you know what? En plus, c'était pendant le coco, donc voilà, on se faisait un petit peu chier. Enfin, c'est après, il me semble. Un peu après. Mais anyway, on se faisait un petit peu chier. Donc, on se dit, enfin, je dis on, parce qu'en fait, j'étais pas seule à le faire. Enfin, j'étais la seule à le faire, mais j'avais mon frère qui était témoin, qui était à côté. Après, bien sûr, j'ai protégé l'espace, tout ça, mais j'ai quand même senti à un moment que c'était un peu trop lourd pour moi. Donc ça aussi, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous faites ça. Après, je vous conseille pas de faire des soins comme ça ou ouais, des soins énergétiques ou des soins tout court, même des lieux si vous savez pas ce que vous faites. En fait, je dis pas faut être formé, ça à la limite c'est pas forcément hyper important. Mais faut savoir cadrer, discipliner, parce que c'est important de protéger l'espace. Donc, je fais ce soin énergétique.
Donc comment je fais? Je vais pas forcément vous détailler parce que j'ai pas forcément envie que vous le reproduisiez chez vous, mais en tout cas, faut savoir que j'avais besoin d'un stylo et d'une feuille. OK, je dessinais pour en fait, dessiner les pièces de la maison, nanana, pour pouvoir délimiter les parties, pour pouvoir savoir, où je suis quoi et pas faire ça comme ça à la ZAD. Donc c'est ce que je fais et arrive un moment où j'arrive vers, devinez quoi? L'escalier et là, frissons, là j'ai même des frissons maintenant quand je vous en parle. En fait, toute la zone escalier jusqu'à ma chambre, parce qu'il faut savoir qu'en fait, il y avait 2 couloirs. Il y avait un couloir qui allait dans la chambre de mon frère et de mes parents et un autre couloir, du coup, qui séparait avec une autre porte. Tu ouvrais la porte, tu étais dans mon autre couloir, là où il y avait ma chambre, en fait. Parce qu'il y avait couloir 1, porte, couloir 2, ma chambre. Enfin, vous captez, il y avait genre plein de portes et 2 couloirs. Bref, donc dans tous les cas, moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui se passe dans ma chambre, en fait, c'est tellement isolé. En plus, c'est une ancienne maison, donc les murs, ils sont épais comme as, sans mentir. Je peux hurler comme je veux, il n'y aura personne qui m'entendra. Déjà, voilà, faut savoir. Et pendant ce soin-là que j'ai fait à distance, j'ai senti voilà, des choses dans l'escalier, dans ma chambre. Et puis, à un moment donné, je me suis connectée au terrain derrière, enfin juste à côté de la maison, quoi. Et là, et là, je sens, c'est même pas je sens, en fait, c'est je vois avec clairvoyance, je vois une sorte de bête, une grosse bestiole noire. Enfin, c'est vraiment une ombre, mais c'était pas un humain, c'était vraiment un animal, genre énorme, qui ressemblait à une sorte de loup, plus qu'un chien d'ailleurs, un loup, avec des yeux rouges. Oh, et là, j'ai directement pensé à la terreur nocturne de mon frère, parce que mon frère, donc c'est là où je vais en revenir, mon frère, il a fait une terreur nocturne où il a vu 3 personnages qui s'avançaient vers lui avec des yeux rouges. Oh mon dieu, même quand je parle de ça, j'aime pas parce que genre ah, c'est super terrifiant, c'est super peur. Donc ces yeux rouges, ils revenaient en fait et je me suis dit: intéressant, qu'est-ce que c'est cette histoire?» Enfin en fait, j'ai voulu un peu creuser quoi, me dire: «Ben OK», enfin avant de creuser bien sûr dans le moment présent, j'étais terrifiée, je me suis dit: «OK, là, je sens» parce que j'ai senti en moi que c'était un peu trop et c'est pour ça que c'est important de se former ou de se faire accompagner parce que, et d'avoir aussi ce discernement et ce savoir intérieur, quoi, si je peux dire, c'est de savoir quand s'arrêter. Moi, par exemple, si j'avais fait preuve de trop d'ego, bah, j'aurais pu me dire, non, mais je suis capable, de toute façon, je peux faire le soin à la maison. Non, là, j'étais en mode, en fait, je ne veux pas me mettre en danger, ni les personnes autour de moi, donc je préfère qu'on arrête le soin là. Et j'irai en parler à celle qui m'a supervisée, donc mon énergéticienne, avec qui j'étais encore en contact en formation, qui m'aidait du coup avec tout ça, quoi. Donc après, je lui en ai parlé. Et effectivement, elle m'a dit, ouais, je pense qu'il faut que tu fasses appel à quelqu'un d'extérieur, à moi ou autre, parce que bah, c'est vraiment lourd ce que tu as chez toi. Et là, j'étais comme, OK, je comprends mieux maintenant. Et cette bestiole-là, j'ai pas forcément prêté attention plus que ça. Enfin, sur le moment, pendant cette période, oui, j'ai quand même commencé à faire mes recherches, mais j'ai pas forcément trouvé grand-chose en vrai. Je me suis dit: «Bon, OK, peut-être que ça a existé». Est-ce que ça a existé vraiment physiquement dans ce monde-là il y a quelques années ou centaines d'années avant? Est-ce que c'était dans un autre monde, dans une autre dimension ou un truc comme ça? Dans le monde éthérique, du coup, pas vraiment réel, j'en savais rien. Tout ce que je savais, c'est que j'avais vu une fucking bête noire énorme avec des yeux rouges. Et c'est il n'y a pas si longtemps où j'ai fait mes recherches, d'ailleurs pour cette vidéo. Pour être honnête, ça fait genre juste quelques jours en fait, je me suis renseignée par rapport aux contes, aux légendes, aux mythes folklore qu'il peut y avoir en France, notamment dans le Massif central, dans la région Rhône-Alpes, parce qu'il faut savoir que c'est de là d'où je viens. Dans la Loire précisément, je dirais pas je dirais pas l'endroit exact, mais j'ai recherché les légendes qu'il y avait dans ces lieux-là et j'ai trouvé. Je vais maintenant te raconter l'histoire de la bête du Gévaudan. Au printemps 1764, dans les vallées boisées du Gévaudan, une région isolée du Massif central en France, la vie rurale était dure. Les familles vivaient de l'élevage des troupeaux, des pâturages, et les loups faisaient partie du paysage sauvage. Un 30 juin 1764, une adolescente de 14 ans nommée Jeanne Boulet garde un troupeau près d'un bois. Mais quelques heures plus tard, on retrouve son corps gravement mutilé, la gorge lacérée et des traces de violence qui dépassent
ce qu'un loup est capable de faire. Rapidement, d'autres attaques suivent dans les mois qui viennent. Les victimes sont retrouvées démembrées, dévorées, parfois même décapitées. Souvent des femmes ou des enfants isolés près des pâturages ou dans la forêt. Ce qui surprend le plus les habitants du Gévaudan, c'est la férocité, la rapidité et l'absence de peur chez l'animal. Certains survivants racontent même des rencontres où l'animal attaque sans provocation et de façon plutôt méthodique. Tant et si bien que la rumeur d'une créature surnaturelle, monstre, loup-garou ou diable, commence à courir dans les villages. À l'automne 1764, la nouvelle dépasse les frontières du Gévaudan et devient une obsession nationale. Si bien que le journal Courrier d'Avignon publie des récits sensationnalistes, assurant même que la bête est plus rapide qu'un loup normal, et même dotée d'une intelligence presque humaine. Le roi Louis XV, alerté par la situation, promet une récompense à quiconque abattra le monstre. Des chasseurs professionnels, des soldats et des volontaires locaux parcourent les collines boisées, mais les attaques continuent à faire des victimes. En septembre 1765, François-Antoine, porte-arquebusier du roi, abat un grand loup près d'une abbaye à Chazes, que l'on croit être la bête. Il est récompensé et le cadavre est envoyé à Paris. Mais 2 mois plus tard, les attaques reprennent comme si de rien n'était. Parmi les récits les plus marquants, il y a celui de Marie-Jeanne Vallet, surnommée plus tard la pucelle du Gévaudan, qui parvient à blesser une créature au poitrail avec une baïonnette, la forçant à fuir. La traque dure presque 3 ans et finalement, le 19 juin 1767, un chasseur local nommé Jean Chastel tire sur un grand animal sur les pentes du mont Mouchet. Après ce tir, les attaques cessent définitivement. Les descriptions de la carcasse sont troublantes. Bien que certains disent qu'il s'agissait simplement d'un loup, d'autres notent une tête hideuse et un pelage inhabituel, mêlant rouge, blanc et gris. Pas typique pour un loup ordinaire. Malgré les récits et les morts, la nature exacte de la bête reste mystérieuse à ce jour. Les principales hypothèses sont les suivantes. La première, qui est aussi la plus cartésienne, une grande meute de loups super agressifs dont certaines attaques ont été regroupées en un seul animal légendaire avec une force un peu surhumaine. La deuxième théorie, un peu plus farfelue, un animal exotique échappé d'une ménagerie ou un grand prédateur tel un lion, une hyène, qui aurait trouvé refuge dans les forêts françaises. Et la troisième et dernière, qui est tout aussi plausible que la première, une interprétation amplifiée par la peur, la presse sensationnaliste et les récits populaires. Et même aujourd'hui, plus de 250 ans après, les scientifiques et les historiens débattent encore de ce que fut réellement cette créature. Et le mystère continue encore aujourd'hui à hanter les montagnes du Gévaudan. Bon, maintenant que je vous ai raconté cette histoire, j'espère que vous avez aimé d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si ça t'a plu. J'aimerais vraiment qu'on discute un peu là de ce qui s'est passé, des théories peut-être que vous avez. D'ailleurs, je serais vraiment très curieuse de savoir si tu connais cette histoire, quelles sont peut-être tes théories à toi. Moi, la mienne, et c'est pour ça que j'aimerais faire du lien entre mon histoire paranormale que j'ai vécue et cette histoire de la bête du Gévaudan. Parce qu'il y a quand même quelques similitudes et je vais vous dire, moi, mon avis, mon ressenti par rapport à cette histoire, quelles sont les théories, tout ça. Pour moi, je pense que en fait, la presse a dû amplifier le truc en mode c'est un monstre terrible, nanana, parce que tout simplement en 1700, dans les années 1700 et quelques, très clairement, là, c'est des années où il n'y a pas Internet. Enfin, je veux dire, la fausse information, elle peut circuler vite aussi. Enfin, les gens, ils ont peur de tout, tu vois. Ils savent pas grand-chose, enfin, moins que maintenant. Et donc, peut-être qu'il y a eu de l'amplification, c'est possible. Après, je pense que ça peut exister. En plus, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y avait comme bestiole à cette époque, mais à mon avis, ça devait être quand même assez commun, les loups, tout ça. Après, de base, les loups n'attaquent pas les humains. Mais bon, je me dis, s'ils sont affamés, qu'ils n'ont rien à bouffer depuis des mois, peut-être que ça peut être le cas.
Ensuite, tu vas me dire: «Mais c'est quoi le rapport avec ton histoire à toi?» Eh bien, le rapport, il est assez clair pour moi. En plus, si on part du principe que, là, ça se déroule dans le Massif central. Le Gévaudan, c'est genre, j'ai regardé dans la Lozère, l'ancienne Lozère Haute-Loire, ce qui est tout proche de la Loire. Donc, au niveau du géographiquement parlant, ça colle, quoi. C'est vraiment à côté. Et on sait que les animaux comme les loups peuvent franchir des distances assez folles. Et en vrai, là, c'est pas beaucoup de distance non plus. Après, pour ce qui est du côté un peu plus fantastique, tout ça, en mode yeux rouges, bestiaux, nanana. En vrai, je ne sais pas si c'est la bête du Gévaudan que j'ai vue moi dans ce soin énergétique et dans ma maison d'enfance. J'en sais rien. Mais je me dis que ça peut être possible. Et puis moi, j'aime bien, de toute façon, les histoires paranormales, donc j'aime à croire ça. Et dans tous les cas, je sais que ce que j'ai vu, ça existe, c'est réel. Que ce soit réel sur un autre plan vibratoire ou que ça se soit passé réellement il y a plusieurs centaines d'années, c'est-à-dire dans les années 1700, je sais pas, mais en vrai, c'est une possibilité à explorer. Donc voilà mon avis sur le sujet. Et toi, quel est le tien? Donc on ne saura pas le fin mot de cette histoire, mais peut-être que ça a bel et bien existé. Et si la bête du Gévaudan n'avait jamais vraiment disparu? Et si elle existait sur un autre plan, comme je viens de le dire? Et si certaines personnes, certains enfants, certains lieux le percevaient encore? C'est tout pour moi dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je suis vraiment honorée que tu aies regardé jusqu'à la fin. Donc un grand merci à toi pour ton soutien, ta présence. Je t'envoie plein d'amour et on se dit à la semaine prochaine.